Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Ravi de vous retrouver. Nouvelle saison de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Petit résumé de ces 3 mois de vacances durant lesquels l'actualité ne s'est pas vraiment arrêtée. Tout d'abord, le secrétariat d'État à la mer, pour rappel rattaché au Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, a un nouveau pensionnaire. Il s'agit d'Hervé Berville. Il est âgé de 32 ans, il est originaire du Rwanda et est élu de la République en marche des Côtes-d'Armor. Nous avions déjà expliqué lors de la constitution du gouvernement Borne 1 que pour exercer ses fonctions, le secrétaire d'État à la mer devra littéralement se bagarrer avec des ministères des Finances, de l'écologie, de la transition énergétique et de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Forte partie donc. En fait, ses seules véritables attributions concernent la planification de l'espace en mer, la navigation, la sécurité, la formation des gens de mer, la plaisance et les activités nautiques. Nous lui lançons d'ores et déjà une invitation. Dès qu'il sera de passage aux Antilles ou en Guyane, nous le recevrons avec plaisir et intérêt à reprendre la mer avec Interentreprise. Seconde actualité des vacances. La baisse par la compagnie maritime CMA-CGM du taux de fret depuis le 1er août 2022. Pour une durée d'1 an, elle réduit en effet de 750 € le prix d'un conteneur de 40 pieds pour toutes les importations venues d'Asie, ainsi que pour la totalité des importations vers les territoires d'outre-mer. La compagnie avait déjà gelé ce tarif pour les Outre-mer depuis avril 2021. Si ce geste à destination des consommateurs est salué, tous les opérateurs de la chaîne logistique reconnaissent que le taux de fret n'est pas l'élément le plus volatile des coûts de transport de marchandises. Le taux qui renchérit tout est le coût de la surcharge carburant. D'ailleurs, CMA-CGM a passé sa baisse de 500 à 750 € pour un 40 pieds, justement parce que la Bunker Adjustment Factor, ou BAF en clair, la formule appliquée par la compagnie pour déterminer le montant de la surcharge de carburant, elle avait augmenté de 350 € au 1er juillet, annulant ainsi, avant application, les 2/3 de la future baisse. Un mois après sa mise en place, nous ferons le premier point avec notre invité, Jean-Claude Florentini, président du syndicat des commissionnaires en douane et des transitaires de Martinique. Enfin, dernière actualité. Sans doute conséquence de ces baisses de tarifs de CMA-CGM, Maersk, compagnie numéro 2 du transport maritime mondial, ne desservira plus les Antilles françaises à compter de fin 2022. En effet, Maersk avait installé en 2002 une représentation en Guadeloupe et en Martinique pour tenter de capter le fret de la banane, mais sans y avoir mis des capacités maritimes, sans des bateaux, en clair. Depuis toutes ces années, la compagnie norvégienne utilisait les allottements sur les bateaux de CMA-CGM pour transporter les containers de ses clients. Pratique autorisée par l'Union européenne qui espérait ainsi densifier la concurrence, ce qui ne s'est visiblement pas produit aux Antilles. Difficile en effet pour Maersk de développer une politique commerciale très différenciée de celle de la compagnie nationale, sous peine de voir ses allottements diminuer et son service se dégrader. Donc, cette concurrence d'apparence s'arrête fin d'année 2022. Maersk a annoncé tout de même qu'elle tiendra tout de même ses engagements commerciaux jusqu'à cette date. À partir de 2023, donc, 4 compagnies desserviront les Antilles françaises. CMA-CGM qui détient 80% de parts de marché, Marfret, Seatrade et Solidum qui réalisent les 20% restants. Une situation que nous évoquerons avec notre invité. Bonjour Jean-Claude Florentini. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Alors vous êtes le directeur du développement de Somotrans, qui est un transitaire qui est installé depuis plus de 30 ans en Martinique et qui est également la filiale de Léon Vincent Overseas. Tout à fait. Donc vous êtes dans un poste stratégique pour pouvoir avoir une vision panoramique de l'activité du transit en Martinique. Et donc, depuis le 1er août, CMA-CGM a diminué le taux de fret sur les 40 pieds de 750 €. Donc, un mois après, qu'est-ce que vous commencez à observer?
Alors, en fait, d'abord, on a accueilli très très favorablement cette décision, hein, de la CMA, puisque donc on l'attendait, hein. Donc, nous, professionnels, et puisque nous représentons les chargeurs et les importateurs, donc c'était une décision qui était attendue par le marché, puisque les taux que nous connaissons étaient élevés. Donc, ça a été justement, en fait, c'est une bouée d'oxygène pour les approvisionnements, pour les importateurs, pour la profession, et qui, nous l'espérons, en fait, se traduira sur les étals et puis au niveau des commerçants, quoi. Et comment ça se passe quand un conteneur arrive, donc transporté par CMA-CGM, tout de suite, vous faites la déduction que vous êtes transitaire, donc sur les factures qui sont payées par les clients? Oui, absolument. En fait, il y a vraiment, en fait, c'est transparent. Il y a une transparence vraiment totale qui a été, en tout cas, c'est le mot d'ordre qui a été fait au niveau de la profession. C'est que de bien faire apparaître cette ristourne de façon, en fait, à ce qu'il n'y ait pas justement de quiproquo, de malentendu, sachant que bon, que c'est quand même un acte fort de la compagnie maritime. C'est 750 € pour le 40 pieds et 375 € pour le 20 pieds, donc divisé par 2. Et donc c'est effectivement donc une ligne, en fait, qui sera, en tout cas On veut la repérer sur les factures. Ah oui, absolument. Oui, et donc, qu'est-ce qui se passe en cas de groupage? C'est-à-dire quand un conteneur en 40 pieds ou un 20 a plusieurs clients, comment organiser les choses? Alors, il y a un calcul qui a été fait qui est très très simple, en fonction justement de la volumétrie du conteneur. On sait donc au niveau de notre groupe, et c'est un petit peu la même chose, en fait, au niveau des confrères, hein, c'est de transmettre, en fait, un tarif de groupage, ou plutôt une réduction en groupage de 11 € du mètre cube. D'accord. Donc transparence totale toujours, que ce soit en conteneur complet, 40 pieds, 20 pieds, et en groupage. Et est-ce que vous sentez, c'est récent, hein, un mois, et vous sentez que ça dynamise un peu le marché, ou bien pas du tout? Avec la rentrée, les choses sont un peu étales. Quelle est votre perception de la rentrée? En fait, il y a surtout, en fait, alors les clients sont très demandeurs, hein, donc c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions, ils sont sont très attentifs à ce qui se passe, à ce qui se déroule, très attentifs en regardant leurs factures. Donc ça vient de se faire, hein. Donc en fait, avec le petit décalage, donc on a une petite semaine, grosso modo, de battement. Et en termes de visibilité, c'est vrai qu'ils sont très très alertes, et vraiment ils souhaitent justement, en fait, qu'il y ait une vraie clarté, de façon, en fait, à ce qu'ils sachent que oui, donc le transitaire a justement à répercuter la totalité de cette ristourne. Et justement, plus largement, l'Union européenne se préoccupe enfin d'un sujet qui était porté entre autres par les transitaires, celui des alliances, hein. Il y en a 3 qui dominent 80% du marché mondial. Et depuis 2020, l'Union européenne a autorisé, ces compagnies mondiales de se grouper sur certaines lignes. D'ailleurs, on l'a vu, hein, entre CMA-CGM et Maersk, hein, et Maersk utilisait les allottements des bateaux de CMA-CGM pour transporter les conteneurs de ses clients. Donc, jusqu'à présent, l'Europe ne se préoccupait pas vraiment en disant non, on laisse le marché faire. Or, là, en ce moment, elle demande jusqu'au 3 octobre à tous les acteurs de la chaîne logistique de porter des contributions de manière à éclairer son jugement, et peut-être pour faire évoluer sa réglementation en la matière qui a été posée en 2020. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que votre syndicat professionnel a été très en pointe là-dessus. En fait, nous sommes montés au créneau, effectivement, par le biais, en fait, du CLECAT, qui est un organe parallèle à notre fédération de tutelle, le TLF. Alors, c'est Transport Logistique Federation. Et donc, où on a porté effectivement le dossier au niveau de la Commission européenne via le CLECAT, et pour justement, en fait, alerter, non pas dénoncer, mais alerter à la fois certaines pratiques. Quel genre de pratiques, par exemple? Tout simplement, donc on a constaté des tarifs qui étaient quasiment trop similaires. Et puis donc avec trop de convergence tarifaire, et puis donc il fallait justement, en fait, qu'il y ait, même si on n'est pas trop concerné sur la zone Antilles, hein, mais que ce soit au niveau des flux en provenance d'Asie, ou que ce soit des flux en provenance d'Amérique du Nord. Donc c'était vraiment c'était presque choquant
Donc, il fallait effectivement en fait réagir. L'administration Biden, d'ailleurs, est montée au créneau, bien avant d'ailleurs bien avant l'Union européenne. Voir les autorités de la concurrence. Oui. Donc, où il y a eu véritablement en fait un rapport qui a été fait, il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées. A été auditionné d'ailleurs. Absolument. Et donc tout ça a fait que l'Union européenne, qui est un petit peu à la traîne sur ce point-là, en fait, rejoint un petit peu l'administration américaine. Qu'est-ce que vous en attendez? Parce qu'il faut rappeler, il y a 3 grandes alliances. C'est The Alliance, où il y a, je crois, c'est MSC et Maersk. Et puis, CMA-CGM est dans celle qui s'appelle Ocean Alliance. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, 80% des lignes, des grandes lignes, et puis voir sur les grosses lignes Asie, États-Unis, etc., 95%. Donc, c'est quand même 3 entités. Oui, c'est effectivement détiennent la majorité du trafic, donc elles peuvent donner le là. C'est-à-dire qu'en fait, avant la pandémie, le problème ne se posait pas. C'est-à-dire que bon, c'était assez des alliances. C'est fait pour quoi? C'est fait pour justement, c'est des partages d'allotements. Il n'y a pas au niveau tarifaire justement. Normalement, il y a pas que les choses soient claires quand même. Il n'y a pas effectivement en fait d'accord tarifaire. Mais ce sont des accords d'allottement, donc d'espace sur le navire, au niveau des schedules, c'est-à-dire donc tout ce qui est lié aux dessertes. Et puis, donc, ça se fait c'était censé se faire en bonne intelligence, quoi. Et le Covid est passé par là. Et en fait, tout le mécanisme, en fait, a été un petit peu perturbé. Et c'est là qu'on a vu, en fait, que les alliances qui détiennent effectivement 80% des flux mondiaux, ce qui est énorme, hein, pour 3 alliances. Hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Donc, a montré des signes, justement, en fait, à la fois de faiblesse, voire même, ou plus exactement, en fait, de force. Danger. Voilà. Danger. Et donc, ça a interpellé, effectivement, en fait, l'administration américaine en premier lieu, et ensuite la Commission européenne. Surtout que lors des enquêtes aussi bien américaines qu'en Asie, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Des autorités de la concurrence sont quasiment inopérantes. Le mot d'ordre de la Commission européenne, c'est la libre concurrence, ce qui est une bonne chose en soi, puisque bon, c'est par la concurrence justement en fait qu'il y a de l'émulation. Tandis que là, donc, c'est un espèce de conglomérat qui s'opère et obligatoirement. Et personne donc, ne le contrôle. C'est surtout ça. C'est avec une puissance de feu. En fait, on l'a bien vu. Donc, qui font il y a une disruption en fait de la chaîne d'approvisionnement et les alliances y sont pour quelque chose. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas concernés. Or, Maersk utilisait des bateaux de CMA-CGM depuis 2002 qu'ils étaient installés. Ils n'ont jamais mis de navire. Or là, Maersk a déclaré qu'il s'en vend parce que, je suppose, les réductions consenties par CMA-CGM, même si les explications ne sont pas véritablement données, mais on se rend bien compte que Maersk ne peut pas faire une politique tarifaire depuis l'origine très concurrentielle quand elle utilise des bateaux. Alors, Maersk ne s'est pas expliqué sur le sujet, cela dit. Non, mais voilà. Mais après, donc, on peut considérer que cette rotation, en tout cas cette desserte, n'était plus stratégique pour eux. Et c'est fort regrettable. C'est fort regrettable en fait pour nous professionnels, que ce soit pour les importateurs, les exportateurs. Plus il y a de concurrence, et mieux c'est, quoi. On ne se réjouit pas. Je ne me satisfais pas en fait du départ en fait d'une ligne maritime. Très très difficile qui plus est en fait à faire venir. Hein. C'est très compliqué. Hein. Et donc là, c'est les limites justement aussi de notre marché. Je crois qu'il faut être modeste aussi. Où la Maersk, qui est quand même le deuxième mondial, hein, donc il y a encore 2 ans, ils étaient le premier mondial, hein, c'est une puissance de feu. C'est une compagnie qui gagne énormément d'argent, quoi. Présente en fait sur tous les compagnies. Pour le 2e semestre. Oui, non, ce qui est c'est colossal. Et donc, mais personne ne se réjouit en fait de ce départ. C'est un très très mauvais signal pour nos destinations, très très mauvais. Tout simplement parce que c'est un compétiteur en moins, tout simplement parce que ça veut dire qu'on aura pu aussi, en fait, c'est un service en moins. Donc la Maersk qui était très très bien positionnée pour tout ce qui est cross-trade, c'est-à-dire les flux au départ d'Asie, au départ d'océan Indien,
au départ du Nord également. Et donc, ça, c'est un service en moins pour nos entreprises et pour la desserte. Dernière question, vous avez suivi, comme beaucoup d'acteurs, l'audition de M. Saadé devant les sénateurs et qui a un peu tracé ce qui devrait être la ligne pour les Outre-mer, à savoir entre autres les Antilles-Guyane, avoir des investissements colossaux pour pouvoir recevoir de plus en plus des navires de plus en plus gros, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? C'est une stratégie, là, pour le moment, qui est plutôt gagnante pour cette compagnie, hein, donc, qui mise énormément sur, qui a vu, avec des résultats effectivement exceptionnels, que lui-même le dit, hein, donc qui surfe sur une vague d'expansion, de croissance. Tant mieux pour eux, mais encore faut-il justement en fait que ce soit distribué aussi, hein, qu'il y ait en fait plus de services aussi. C'est ce qu'on attend aussi d'une grande compagnie, hein. Donc qui sont en position de force, c'est très bien. On a besoin justement en fait d'une compagnie forte sur la zone, mais on a aussi besoin d'avoir justement d'autres lignes, des créations de lignes. On a besoin d'avoir plus de transversalité au niveau de certaines dessertes. Je parle au niveau de l'Afrique, je parle au niveau de la Caraïbe aussi, où justement ça pèse justement par un manque de dessertes, un manque de flux, un manque de... Et je crois que là, les conditions sont réunies justement pour qu'une grosse compagnie telle la CMA-CGM puisse justement en fait fournir ce type de service. Jean-Claude, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. De cet échange fort riche, et je pense qu'on sera amené à se revoir parce que je suis persuadé que nous sommes dans une période de grande transition sur toute la chaîne logistique. Je suis d'accord avec vous. À très bientôt. Merci à vous. Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, nous inaugurons une série afin de mettre en lumière des bénévoles courageux et engagés qui portent secours à tous en mer, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce sont les sauveteurs de la Société nationale du sauvetage en mer, plus connue sous le sigle SNSM. Nous avons rencontré l'équipe de la SNSM du Marin dans le sud de la Martinique. Il y a 4 stations SNSM en Martinique, 3 en Guadeloupe, une à Saint-Martin, une à Saint-Barthélemy et une en Guyane. Rencontre avec Philippe Chabalier, patron titulaire de la station SNSM du Marin. Je m'appelle Philippe Chabalier, j'ai 42 ans et je suis patron titulaire de la station SNSM du Marais. Alors le patron titulaire de la station SNSM du Marais, il a en charge le suivi de l'équipage, donc de tous les bénévoles, que ce soit leur formation, que ce soit leurs suivis médicaux, que ce soit les attentes qu'ils ont, les opérations qu'ils font, les entraînements dont ils ont besoin et les perspectives qu'ils ont. Et j'ai aussi en charge l'entretien et j'ai aussi en charge l'entretien de la vedette et des moyens nautiques de la SNSM, de la station SNSM du Marin, qui sont donc la vedette de 2e classe SNS 256, la sauvegarde, et aussi un semi-rigide d'entraînement que nous avons et qui nous permet de parfaire nos techniques. On devient sauveteur en mer en le voulant. C'est une volonté personnelle, c'est un acte citoyen. Donc on vient taper à la porte de la station et là on découvre ce qu'est le métier de sauveteur en mer. Il y a des formations qu'on dispense à la station. On est une des principales stations qui forme les nouveaux arrivants, donc ils ont 4 à 8 semaines de formation, donc à concours de 1 jour par semaine à peu près, de manière à ce qu'ils puissent être opérationnels et sortir en toute sécurité en connaissant bien les techniques et les procédures que l'on utilise à la SNSM. Alors quand on intègre la SNSM, on l'intègre en tant que stagiaire pour être canotier. Le canotier, c'est un petit peu l'équivalent du matelot sur un autre bateau. Donc le canotier, on va lui apprendre toutes les techniques d'amarrage, comment se positionner dans un bateau, mais aussi comment piloter le bateau, aider, assister le patron titulaire ainsi que le chef de pont. Ensuite, on va avoir cette formation-là qui va être dispensée, on va devenir opérationnel et puis on va passer les diplômes de premier secours de manière à être un secouriste, sachant qu'à la SNSM, les diplômes de premier secours sont équivalents aux diplômes de secours
des pompiers. On a le même niveau de qualification, c'est des diplômes qui sont ministériels, on a le même le niveau de qualification que les pompiers aujourd'hui. Ensuite, on a des formations plus spécifiques qui vont se faire au fur et à mesure du temps pour devenir sauveteur nageur de bord, puis radiocommunication, puis patron suppléant, et puis pour devenir enfin patron. Il y a une évolution qui peut se faire du début jusqu'à la fin, c'est suivant les aptitudes des bénévoles et suivant aussi leur volonté. C'est surtout ça qui importe, la volonté. Alors cette progression, elle est variable, ça va dépendre des personnes et ça va dépendre aussi de leur implication. Quelqu'un qui va être là et disponible très souvent, qui va venir en intervention, qui va venir aux entraînements et qui va avoir envie d'apprendre et envie d'évoluer, ça va aller plus vite qu'un autre. Il y a des personnes qui sont là depuis 4 ou 5 ans et qui ont peu évolué au sein de la station parce que soit c'est un souhait personnel, soit ils n'ont pas le temps de donner assez pour la SNSM et pour pouvoir évoluer. Et puis il y en a d'autres qui, en quelques mois, peuvent gravir certains échelons. En règle générale, pour bien connaître le fonctionnement de la SNSM, bien connaître tous les process et acquérir toutes les formations, il faut quand même 2-3 ans minimum avant de passer de canotier à patron. On intervient beaucoup aussi pour les professionnels de la mer en Martinique, notamment les marins-pêcheurs, où on est très souvent appelé pour aller les récupérer quand ils sont en panne, quand ils ont des avaries ou que la famille se demande ce qui s'est passé, s'ils n'ont pas eu de soucis ou des choses comme ça. Et on travaille aussi avec la marine marchande. La marine marchande et les gros bateaux, souvent ce qu'on fait, c'est des évacuations sanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont des blessés à bord, ils ont besoin de les transférer, et donc le SAMU de Fort-de-France passe par le CROSS et nous délègue pour aller récupérer les personnes. Comme on est un petit peu les pompiers de la mer, donc ça nous permet d'aller récupérer les personnes à bord, de les transférer à terre, et après ils sont pris en charge soit par le SAMU, soit par les pompiers pour être transférés dans les hôpitaux. Il faut avoir envie, il faut prendre du plaisir, et après les vraies qualités, c'est du don de soi. C'est avoir l'esprit d'équipe, c'est avoir envie d'aider les gens et envie de donner de son temps. C'est surtout ça qui est le plus important. Il faut être dynamique, il faut respecter l'autre. C'est aimer les gens, c'est vraiment ça. On est là pour aider les gens, pour aller secourir les gens, et donc on doit avoir cette fibre d'aimer la personne, d'aimer l'être humain pour pouvoir intégrer la SNSM. Alors, la priorité, c'est le plaisir. C'est vraiment ce qu'on en ressort. De temps en temps, on a des gens qui viennent nous voir, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Après, ce qu'on peut y gagner, c'est dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. On acquiert des formations, notamment les formations de secourisme, qui sont reconnues interministériellement, donc qui peuvent servir dans le travail, voire pour trouver du travail. L'engagement à la SNSM, c'est aussi valorisé des fois par les entreprises, parce que quand ils voient qu'une personne elle est bénévole à la SNSM, ils se disent « Ah, elle a des valeurs, elle fait des choses ailleurs, en dehors de sa vie personnelle, en dehors de l'entreprise, il y a du don de soi, il y a autre chose. » Donc, ça percute des fois les personnes et les employeurs pour du recrutement lambda. C'est ce qui peut faire la différence sur un CV, d'être engagé et bénévole à la SNSM. D'être un secouriste, c'est aussi ça, parce que dans une entreprise, d'avoir quelqu'un qui a ces notions de secourisme, qui est secouriste, eh ben, c'est un petit peu sécurisant. Et après, il y a le volet personnel ou professionnel. Pour les professionnels de la mer, ils acquièrent des formations qui sont pas forcément diplômantes, mais qui sont importantes. Le conseil, c'est que ça peut leur apporter beaucoup de choses. Ça peut leur apporter une ouverture d'esprit, de rencontrer des gens différents, de se rendre compte que le salaire, ce n'est pas que financier. Le salaire, ça peut être aussi ce qu'on a en retour à titre personnel et à titre intérieur. Et ça, c'est très important à développer chez les jeunes. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi tout ce qu'on en retire. Et ça, c'est peut-être le plus gros salaire et le meilleur salaire qu'on peut avoir. Après, il faut avoir envie de partager avec les autres. Et le partage, il se fait en intégrant des associations, en donnant de son temps. Et quand on donne du temps, on en récupère toujours quelque chose. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com. On se retrouve en octobre.